Rien qu'en voyant l'image de cette huppe, cet oiseau que j'ai photographié en Égypte, on comprend qu'il y a un malaise dans les argumentaires développés par Darwin. Il faudrait expliquer d'abord et avant tout pourquoi les animaux se font-ils la cour, tout comme les hommes d'ailleurs. C'est-à-dire pourquoi deviennent-ils beaux, entreprenants à des périodes particulières? Qu'est-ce qui les meut? Qu'est-ce qui les y oblige? On voit cette huppe avec une huppe justement sur le sommet du crâne. À quoi sert cette chose-là? C'est bien là la curiosité. Mais ça, c'est l'emblème de l'art hermétique également chez les Égyptiens anciens. Parce que les trois couleurs, tout comme ici, y sont, à savoir le noir, l'obscur, le blanc, le pur, et le rouge, l'actif. Donc ces choses-là sont codifiées et il m'a été demandé il y a quelques instants si mes exposés diaporamas étaient codifiés par les couleurs. Ils le sont en grande partie, c'est exact. Donc suivez bien s'il vous plaît cette exécution publique, ça a commencé assez fort et j'aurai, comme je l'avais sollicité tout à l'heure, 2 personnes qui ne sont pas revenues, elles ont peur peut-être. Là encore, il y a de quoi lire, ce sera rapide. En 2003, 3 chercheurs de fossiles amateurs arpentaient le centre du Dakota du Sud, donc aux États-Unis, à Hell Creek Formation, et ils découvrirent une tête fossile inconnue, une variété de dinosaure jamais vue auparavant, un herbivore de la taille d'un cheval, possédant de petites pointes osseuses sur sa tête plate. Le paléontologue Robert Baker affirma que jamais lui et ses collègues n'ont même suspecté l'existence d'une telle créature. Cette dernière aurait appartenu à la famille des pachycéphalosaures qui vécurent il y a 66 millions d'années, alors que les dinosaures étaient sur le point de disparaître. Le Children's Museum of Indianapolis, qui a reçu le fossile, spécifie que le crâne rappelle celui d'un dragon avec ses cornes et ses bosses. À quoi servait celle-ci? Mystère. Donc on voit que la fonction ne crée pas l'organe ni quoi que ce soit. Ça, c'est du légendaire du monde puritain anglais. Et vous verrez pourquoi cela a été lancé si fortement par les médias. En 1972 fut découverte au Mexique quelques ossements fossilisés d'un grand animal volant. Ses ailes atteignaient 15 mètres d'envergure et selon l'avis des experts, il devait ressembler à une immense chauve-souris. Bonjour la rencontre. Il fut classé parmi les ptérosauriens. Les Aztèques ont-ils pu découvrir des ossements semblables et de cette découverte inventer la notion de dragon? Là, difficile de répondre. En revanche, c'est impossible selon les paléologues puisqu'il faut des experts pour reconnaître un animal volant dans ce tas d'os. Faut-il en conclure que les Aztèques ont vu de telles créatures vivantes? Alors là, c'est tiré de North American Biofortean Society numéro 9, qui est une revue assez forte aux États-Unis et presque inconnue en France, mais on peut la trouver si on se débrouille. Voilà. Les membres de l'Australian Eclipse Expedition, explorant le nord du continent australien, firent une curieuse découverte. Ils observèrent un poisson à 4 mains. La créature a été découverte rampant sur un morceau de corail surélevé au-dessus de l'océan. Le corps est celui d'un poisson, mais les fines nageoires sont terminées par des appendices ressemblant à des mains. Le poisson est capable de se tenir debout sur ses pattes arrière et ressemble en fait à un lézard au corps de poisson. Le spécimen observé a été ramené à Melbourne. De ces choses-là, il y en a des dizaines de milliers d'exemples. Charles Fort, qui a donné son nom à cette revue, dans les années 1920-1930, aux États-Unis, il était rentier, il rassemblait tout ce qu'il pouvait découvrir dans les magazines scientifiques de bizarre. Il a mis, à l'édition plusieurs livres, je vous les recommande. Il y en a un tout particulièrement réussi, il s'appelle Le Livre des damnés. Tâchez de vous le procurer et de le partager, ce serait une bonne chose. En réalité, ces choses-là sont en quantité industrielle. Ça, c'est le principe que je veux montrer. La science de nos jours, quand quelque chose n'entre pas dans la théorie officielle, oups, à la poubelle, on n'en parle plus, c'est terminé. Donc, avec ces exemples-là, on est pas mal déjà brusqué. Monsieur Burskirsk, un habitant du Missouri, perd sa peau à chaque année aux environs du 27 juin. Tâchera d'y aller voir. À cette époque, sa peau durcit puis pèle. Il la perd alors par plaques, retirant la peau de ses mains comme des gants. Une nouvelle peau plus tendre apparaît alors sous celle qui tombe. Il n'est pas seul dans ce cas. Ce phénomène étonnant est considéré comme étant une maladie rare, l'ichthyose, c'est-à-dire la poissonnite en français. Preuve de l'existence d'une force inconnue des physiciens et des biologistes dans la nature, que les anciens appelaient la téléologie, là je vais me faire assassiner, la téléologie ouverte. Cet aperçu, à lui seul, est de nature à rendre modestes les scientifiques dominateurs qui croient avoir tout trouvé et donc tout compris.
Il démonte notamment, définitivement et radicalement, l'idée d'une évolution linéaire dans le temps. Celle-ci, ne prenant pas compte l'espace et l'énergie, ne saurait avoir quelque valeur réelle. C'est en réalité une théorie vide destinée à combattre le christianisme à sa base, dite créationnisme. Or, personne ne sait actuellement comment et pourquoi les espèces semblent s'adapter malgré les indices d'une impossibilité génétique de transmission de caractères acquis, à moins que... Donc la démonstration, elle est très facile, très simple, et j'espère récupérer le couple de tout à l'heure qui visiblement n'a pas envie de passer... Voilà. Regardez ceci. Nous avons de la pyrite, c'est-à-dire un fer particulier à gauche. Et ce qui le caractérise, tout particulièrement en tant que métal, c'est qu'il propose des formes géométriques, tout comme un sel à droite. Les minéraux se nourrissent et se reproduisent par tous les côtés, comme le montre ce petit dessin centralisé, c'est-à-dire de manière solaire. Leur sexe et leur bouche, c'est la même chose. Ils se reproduisent par accroissement et ils mangent aussi ce qui les entoure. On sait pour les minéralogistes, les géologues notamment, c'est que l'or, le métal le plus parfait, se nourrit de quartz. Donc d'électricité pour tout dire. Mais bon, ça n'est pas grave. Le propos, c'est qu'il faut observer que cette chose mange et se reproduit de manière radiale et sphérique. Ensuite, donc, c'est le monde minéral. Ensuite, le monde végétal. Les végétaux se nourrissent par le bas, les racines, et se reproduisent par le haut, la fleur. Car en effet, la fleur, c'est le sexe des végétaux. Ainsi, un monsieur qui offre une rose à une dame, il garde les épines dans la main pour lui, lui offre à respirer ce merveilleux parfum, et il lui met le sexe d'une plante sous le nez. C'est indicatif, c'est franc et direct, c'est très gaulois. Maintenant, vous regardez un arbre. C'est avec les racines en bas et en haut, les fleurs, etc., aussi bien que la fleur. Nous avons trois parties, celle qui mange en bas, celle qui glandouille au milieu et celle qui se reproduit en haut. Et nous avons remarqué déjà que la forme sphérique a laissé place à une forme dynamique. Vous regardez la tête d'un être humain, il a une tête sphérique. C'est de là que naissent les choses, parce que pour les anciens, l'observation leur dit ce qui est globalement sphérique fait naître, comme le ventre d'une dame gravide, c'est-à-dire enceinte. En revanche, le bras, c'est une zone dynamique parce que longitudinale. C'est un trait lancé, c'est-à-dire quelque chose qui se déplace. Et on voit que l'arbre, en haut, est constitué d'une forme sphérique, tout comme la fleur, en apparence, et d'une partie dynamique qui pousse, elle. Donc c'est un petit peu cette dynamique du monde qu'eux observent, et c'est pourquoi ils vont dire que l'évolution, c'est un trompe-l'œil. Maintenant, on en passe à l'autre partie, après le monde minéral, le monde végétal, le monde animal. Et là, on voit que la nourriture ne se fait ni par la tête ni par le pied, mais dans le même plan. C'est-à-dire, comme le cafard, le gollum, vous connaissez l'escroc, eh bien, il se nourrit par la tête, et heureusement, il ne se reproduit pas par le sexe, mais tout cela est dans le même plan. Il en va de même pour le chien qui mange d'un côté, se reproduit par l'autre, et tout cela horizontalement. On a vu la chose sphérique passer à la chose dynamique, et là, c'était vertical, là c'est horizontal, et on a fait l'inverse, puisque lorsqu'on attrape l'homme, vous voyez, l'homme mange par le haut et se reproduit par le bas. Vous voyez à droite par quoi l'homme est dirigé? Quelque chose qui n'existe pas. Le sexe de la femme ne lui est pas accessible. Enfin, les humains se nourrissent donc par un côté et se reproduisent par l'autre, c'est le plan vertical. Ils mangent par en haut et se reproduisent par en bas, alors que les plantes, à l'inverse, se reproduisent par le haut et mangent par le bas. Mais il y a une complémentarité supplémentaire qui démontre qu'il y a un plan général. En effet, les hommes consomment de l'oxygène et rejettent du gaz carbonique, alors que les plantes, à l'inverse, consomment du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène. Il y a mieux. Les plantes sont généralement figurées par la couleur verte, la chlorophylle, qui est complémentaire à la couleur rouge des chairs des animaux. Donc on voit quand même qu'il y a un plan dit téléologique. Et là, nous avons assisté, sans qu'aucune force ne soit visible, que tous les êtres, quels qu'ils soient, procèdent à un retournement. D'abord, de la forme sphérique globale, productive, ça devient une forme dynamique. Et on voit qu'un indice de liberté s'est inscrit là-dedans, à savoir la pierre ne bouge pas. On est obligé de la bouger ou que quelque chose la bouge. La plante, elle, va bouger, mais très peu. C'est ce qu'on appelle le tropisme, c'est-à-dire elle va se tourner, comme l'héliotrope, d'où son nom, vers le soleil, vers la chaleur, vers la lumière. Après, le monde animal, lui, par l'instinct, il va aller là où c'est le mieux pour lui.
Et on le voit déjà dans le protozoaire. Le protozoaire cilié, il se balade pour aller là où c'est clair et où c'est chaud. Et inversement, là où c'est acide et violent, oups, il part dans l'autre sens. On a la même chose chez l'être humain. Quand il naît, l'enfant dans le ventre de la femme, il a un côté tendre, c'est le ventre, et le côté dur, c'est la colonne, l'épine dorsale. Donc il sait dualiser sa pensée parce qu'il fait cette relation-là. Lorsque la dame sort au soleil, du côté ventre, c'est éclairé et chaud, et du côté épine dorsale, ça reste dur, froid et désagréable, et ainsi de suite. Il va donc faire que son hémisphère cérébral, qui considère les choses dures, froides et désagréables, à savoir l'hémisphère gauche, fonctionne dans les choses crispées, cristallines, minérales, et l'autre, plus libertaire, vers les choses vivantes, etc., l'hémisphère droit, et ainsi de suite. Et on voit que cette évolution, elle est interne et non pas externe, d'une part, et d'autre part, elle n'est pas linéaire dans l'histoire, mais elle est volumétrique dans le temps lui-même. Donc ces considérations-là m'auraient amené à vous dire ce qu'il en est, parce que cet ensemble, vous l'avez vu maintenant, a effectué un retournement axial et géométrique polarisé de manière totalement invisible et imperceptible, affectant toutes les parties et fonctions d'êtres pourtant estimés séparés et individuels. Maintenant, j'aurais aimé ce petit couple que j'avais sollicité tout à l'heure, qui veut se présenter à cette chose-là. Une dame et un monsieur, à peu près de même âge, qui, je vais désigner des volontaires. Nous étions convenus là tout à l'heure ou non? Tous les deux, s'il vous plaît. Hop là. Merci. Je vais vous démontrer comment fonctionne l'univers selon les anciens et vous allez être assez surpris de la pertinence, de la clarté de l'exposé. Pour cela, on va éclairer un petit peu plus la scène qu'elle ne l'est maintenant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Enfin, la scène, pas le public seulement. Voilà, c'est pas mal. Ça s'appelle... Voilà. Donc là, ils sont... Voilà, c'est parfait. Alors, je vais vous faire constater ceci, malgré les vêtements. Un homme bien constitué aura les épaules plus larges que le bassin. Une femme, normalement constituée, aura les épaules moins larges que le bassin. On voit déjà un axe de retournement. Les épaules larges, le bassin large. Ça marche pour l'instant. Il y a un autre axe, c'est celui-ci. Et on va voir s'organiser cet axe vertical avec le genre sexué. On va bien rire. Le monsieur, on sait que son sexe est à l'extérieur. Il n'a qu'un souhait, c'est le montrer. C'est ça ? Alors que la dame, son sexe est à l'intérieur. Lui, c'est rapproché. Elle, c'est écarté. Les ovaires, en effet, sont loin les uns des autres. Et lui, les testicules, les vesticules, enfin les testibules, ce que tu veux, sont rapprochés extérieurs. Les testicules du monsieur, c'est l'endroit le plus froid de l'organisme, alors que l'endroit le plus chaud de l'organisme, ce sont les ovaires chez la femme. On voit qu'il y a une polarité dans les rapprochements ou l'étirement par rapport à un axe vertical ou horizontal, mais également dans les températures. Lui, cet individu, son activité sexuelle va débuter avec la puberté, tout comme madame. Mais pour celle-ci, ça va s'arrêter à la ménopause, alors que lui, ça c'est la mort qui va couper son activité cérébrale. Voilà. Donc, on voit que la polarité s'exprime dans un nombre très élevé, puisqu'il va produire ce paresseux environ 660 milliards de spermatozoïdes dans la durée d'une existence moyenne de 72 ans, alors que madame va produire 440 ovules seulement. Donc, d'un côté, il y a une polarité qui montre que le chiffre est hors de toute économie, alors que là, on va travailler au plus court. Qui plus est, cette dame, son organisme développe une acidité propre à la reproduction, alors que lui, c'est un monde basique. Et on voit que la chimie, la géométrie, les mathématiques en général contribuent sans qu'on s'en aperçoive, alors que de nos jours, il est facile de s'en prendre à quelqu'un qui serait homosexuel, alors qu'il suffit de regarder la personne pour deviner en quelque sorte. Si ce jeune homme était atteint d'une ectopie, c'est-à-dire que ses testicules, au lieu de descendre à la puberté, restent dans le ventre, il aurait une voix comme ceci, un comportement efféminé, sans que je juge quoi que ce soit. Je dis simplement c'est la résultante mécanique en quelque sorte et électrochimique de ces choses-là. Donc, et madame, elle pourrait avoir un cuir et parler avec une grosse voix tout autant parce que ce sont des équilibres hormonaux qui sont liés simplement à des distances et à des rapprochements polarisés. Donc on voit que cette association polaire fait l'être complet. Il suffirait que se fasse des injections d'hormones à ce jeune homme pour qu'il s'appelle Rosalie et à madame pour qu'elle s'appelle Frédéric. La réalité est celle-ci.
Donc on voit que c'est l'intimité organique la plus petite, la moins significative en apparence, qui va transformer des caractères, eux, observables de toutes les manières possibles à l'extérieur. Pour dire d'une autre manière, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui gère ce qui se passe à l'extérieur. Il en va de même pour l'évolution. Ma démonstration étant faite, je vous remercie grandement. Donc, on a vu le monsieur large d'épaule, petit cerveau comme ça, et madame grande générosité, et voilà. Vous avez remarqué donc cette polarité. Maintenant, on va s'intéresser aux origines de l'homme. Vous avez ici, c'est « The Origin of Man ». Ça tombe bien, si je puis dire. Alors, la chose qui nous intéresse, c'est, parce qu'il y a en fond de tableau de l'évolution humaine une question d'une immense importance, laissée dans l'ombre avec une détermination et une unité telles qu'elles en deviennent gênantes, parce qu'entre le néandertalien et le Cro-Magnon, il y a une différence de 400 cm3 de volume crânien. D'où vient ce saut? C'est-à-dire, en d'autres termes, à qui doit-on ce don anonyme de l'intelligence? Voilà. Eh bien, c'est déjà dit dans des ouvrages sacrés anciens, à savoir, il y a eu Adam. Adam, c'est plutôt celui qui a 400 cm3 de crâne de plus. Ça ne veut pas dire autant de qualité intellectuelle ni quoi que ce soit. Pour faire clair, d'un côté, on a 900 cm3 et de l'autre côté, 1300 cm3. Mais ça s'accompagne également d'une différence de station debout et d'une différence de stature. Ces choses-là restent inexplorées et on ne veut pas aller les considérer telles qu'elles sont, c'est-à-dire comme une énigme parfaitement légitime à l'étude. Donc, où est-il ce chaînon manquant, ce qui fait la différence entre 900 et 1400 cm3? Vous voyez, je pratique la rigolade même en image. Voilà. Alors, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est depuis quand date l'homme sur la Terre, sur la planète Terre? Et l'on voit qu'il y a beaucoup de problèmes. Vous voyez en haut à droite un des fameux galets gravés de Ica au Cucaré, au Pérou. Il y en a eu 40 000 qui ont été gravés, avec leurs particularités. On en parlera dans le prochain film. Et là, il y a vraiment du mystère solide. Alors, pour vous donner une idée, dans tous les bouquins qu'on a pu lire, on trouvait « non, personne ne veut en parler, personne ». On a mis 4 minutes à trouver la personne chez laquelle se rendre pour qu'il nous explique comment les choses étaient découvertes. Bon, c'est un autre aspect. Et Jean-Pierre Adam a évidemment écrit un chapitre remarquable de sottises sur ce domaine. Bon, alors vous voyez ici, en haut à gauche, en revanche, il y a une empreinte tridactyle d'un dinosaure en même temps qu'une empreinte d'homme. Pareil en bas à droite. C'est pareil, il y en a des milliers partout. Mais au fur et à mesure qu'on les trouve, il y a par exemple au Texas, à Paluxy River, qui ne sont pas très nombreuses, les rivières du Texas, on a trouvé une trentaine de ces empreintes métissées, dinosauriens et humains. Et elles ont été inondées de manière à les détruire, etc. Mais on a beaucoup, beaucoup. Il y a au Mexique des quantités industrielles, si je puis dire, de réalisations en terre cuite très anciennes de ces dinosaures et des hommes qui vont avec. On a également, ça c'est, vous le connaissez, vous l'avez reconnu, c'est le temple d'Angkor Wat. Pas Angkor Wat, non, mais bien. Alors on nous dit, ça a été fait au XIIIe siècle, à peu près au même moment qu'on réalisait Notre-Dame de Paris, certes, mais on oublie de dire que c'était la reproduction de temples bien plus anciens, etc. Et on y voit ce qu'on pourrait assimiler à un plésiosaure ici. C'est quand même assez étonnant de voir ces choses-là, même au XIIIe siècle, puisque la paléontologie naît avec... C'est tout. Bon. Alors, on en est venu très légitimement à se poser la question, peut-être qu'il y a eu une immixtion étrangère à la Terre, c'est-à-dire extraterrestre. Et on voit dans la lignée donnée pour évolutive, on a ceci. On verra à la fin de mon exposé que ça n'est pas toujours la même chose. On a cette chose-là qui vient, qui réorganise, etc. Puis à l'autre, pouf, on envoie l'homme sur la Terre, qu'il se débrouille. Et partout, tout le temps, on trouve des choses comme ça que vous ne trouvez certainement pas dans les musées. Pour piéger, entre guillemets, Éric Gontier, notre géologue minéralogiste et ethnominéralogiste, je l'avais emmené au Louvre pour lui montrer ces fameuses poteries invraisemblables, qu'elles soient petites comme ça, c'est-à-dire de 2 cm de haut sur 1 cm de large. Les épaisseurs sont de 2 mm et c'est fait quand même en granit. Et on ne sait pas comment ni à quoi ça sert, parce que là-dedans, vous mettez 4 gouttes d'alcool, c'est terminé. Et il y en a d'autres beaucoup plus grosses. Bon, on a également ce genre de choses que vous voyez ici. Et ça, c'est quand même assez révélateur. On ne peut pas se tromper, ça n'est pas la Lune avec un rayonnement et des hublots. Et il en va de même ici. On voit que le personnage est un observateur tout autant que celui-là.
Donc c'est un questionnement très légitime. Surtout qu'après, on augmente, si je puis dire, le problème de notions plutôt technologiques ou adaptatives, etc. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Vous voyez et vous entendez. Donc ce genre de situation pose problème, surtout quand il y a le reste du casque et tout ça. Et il y en a des grandes quantités. Mais c'est cela qu'on ne veut pas vous montrer. C'est cela que l'on vous cache. Et on passe son temps officiellement à cacher ces choses-là pour mieux imposer la théorie de l'évolution. Il y a mieux, parce que certes, l'homme commence à visiter l'espace, mais il ne connaît encore rien du temps. Or, la description formelle et fonctionnelle d'armes de guerre d'une terrifiante puissance, la description de robots humanoïdes intelligents et dociles, la description minutieuse de cités spatiales orbitent autour de différentes planètes, notre système solaire et d'ailleurs, la relation de voyages spatiaux de longue durée et d'immenses distances, faisant aussi état de la relativité espace-temps, la relation de descente de vaisseaux spatiaux au-dessus de certains lieux terrestres, depuis consacrés à ces rencontres régulières, mais discrètes, l'affirmation répétée de l'existence de lieux cachés, quasi inaccessibles aux hommes, servant de base à des groupes de dieux créateurs et éducateurs, mais parfois esclavagistes et brutaux, voire même quelquefois assassins dénués de tout scrupule. Tout cela existe de tout temps dans les vieux ouvrages rares. Et il y en a des grandes quantités, ces choses-là, mais pareillement, on vous les cache. C'est-à-dire que les deux sources, la source factuelle et la source relationnelle, vous sont empêchées d'accès. Il suffit de dire, mais c'est n'importe quoi tout cela. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Épigène pensait que les documentations humaines dataient de 720 000 ans, etc. Et toutes ces choses-là ont été, comment dire, en quelque sorte transmises jusqu'à une époque récente, puisque Platon y a eu droit, et jusqu'au... Voilà. Alexandre le Grand a eu pour précepteur Aristote, élève de Platon, et il a fondé la ville d'Alexandrie. Alors là, j'ai Alexandre, j'en profite pour le remercier à la sonorisation, parce que Alexo, c'est du grec, signifie préserver, protéger, défendre, écarter, repousser. Question contre qui, contre quoi, et andros, c'est l'homme en général. Donc, cette bibliothèque d'Alexandrie, pour protéger l'homme, elle avait été faite. Mais combien y avait-il d'Alexandrie dans le Moyen-Orient? Il n'y avait pas qu'Alexandrie d'Égypte, il y avait 37 villes qui portaient ce nom. Et curieusement, ces 37 villes avaient chacune sa bibliothèque dans une tour. C'est assez étonnant qu'on ne parle que d'Alexandrie d'Égypte et que les autres, on les oublie. Évidemment, ça fait l'affaire de ceux qui veulent vous faire rester dans l'obscurité. Donc, c'était la plus grande bibliothèque de l'Antiquité. Elle était double, deux parties. Elle aurait été estimée avoir recueilli d'un côté 300 000 ouvrages et de l'autre 700 000. Ça, c'est des volumes, c'était des rouleaux, etc. Et elles ont toutes les deux été brûlées. Alors, on dit par les chrétiens, mais à cette époque, les chrétiens n'existaient pas, donc pour faire un petit peu de nuance. C'est justement Aristote, dans Du ciel, c'est un ouvrage, qui affirme que les Égyptiens et les Babyloniens sont ceux qui, depuis des temps immémoriaux, se sont le plus consacrés à l'étude de ces choses du ciel et grâce auxquelles nous possédons de nombreux exposés dignes de confiance sur chacun des astres. Quant à Diodore de Sicile, le deuxième historien de l'histoire, il précise « Il n'y a peut-être pas de pays où l'ordre et le mouvement des astres soient observés avec plus d'exactitude qu'en Égypte. » Il ajoute « Ils conservent, les Égyptiens évidemment, depuis un nombre incroyable d'années, des registres où ces observations sont consignées. » On voit là d'où pouvaient provenir les connaissances de Pythagore, d'Hipparque et d'autres savants grecs. J'ai consacré 60 pages d'un livret justement à montrer que les Grecs n'ont fait que piquer aux Égyptiens. Et à partir d'eux, comme ils ne comprenaient pas grand-chose, on a pu élaborer un faux qu'on appelle l'histoire. Platon, dans son style si particulier, développe la notion de rotation de l'espace et du temps. Quand le Père éternel, et lui il dit le Père éternel, alors on dit les Grecs c'est des polythéistes et tout ça, mais Platon, lui, il dit le Dieu, le Père éternel, etc. Donc quand le Père éternel qui l'avait engendré vit le monde en mouvement et en vie, devenu le temple des éternelles puissances, il fut saisi d'admiration. Dans sa joie, il pensa à le rendre plus semblable encore à son modèle, car de même que celui-ci se trouve être un vivant éternel, de même il s'efforça de rendre, dans la mesure du possible, cet univers éternel. Aussi eut-il l'idée de former une sorte d'image mobile de l'éternité, et tandis qu'il organisait le ciel, il forma, d'après l'éternité immuable en son unité, une image à l'éternel déroulement rythmé par le nombre, et que nous avons nommé le temps, qui imite l'éternité en décrivant des cycles au rythme des nombres divins.
On voit, ça c'est dans Timée, c'est l'ouvrage même où on parle de l'Atlantide. Donc le sous-entendu, c'est qu'il y a des liens entre les dieux, c'est-à-dire des instructeurs venus d'ailleurs éventuellement, et notre histoire bien terrestre. Tout cela à charge de vérification. Anaximène et Anaximandre, tous deux grecs, ayant longuement séjourné en Égypte, partagent l'opinion que le monde terrestre est soumis cycliquement à des cataclysmes par l'eau. C'est le sens même du mot cataclysme en grec. Puis par le feu, destiné à la rénovation du globe. Héraclite Dupont indique, tout comme les stoïciens, en accord avec les Puranas hindous, la date cyclique de la rénovation par le feu ou par l'eau. Tous les 5 ou 6 ères précessionnelles, c'est-à-dire tous les 10 000 à 12 000 ans environ. Il est donc temps de se souvenir de la date attribuée par Platon à la disparition de l'Atlantide. Platon, dans le Timée et des lois, dit qu'il est vrai, c'est que de grandes révolutions s'accomplissent dans l'espace qui environne la Terre et dans le ciel, et qu'à de longs intervalles, les objets qui couvraient le globe disparaissent dans un vaste incendie. Pour Philippon, l'un de ses disciples ultérieurs, celui-ci plus particulièrement d'Aristote, il faut savoir en effet que l'humanité périt de façon diverse, par la peste, la famine, les séismes, la guerre, le socialisme, sans variété de maladies, et par d'autres causes, mais surtout par des déluges massifs, comme celui par exemple qui, selon la légende, eut lieu sous Deucalion, et qui fut terrible, sans pourtant avoir fait périr tous les hommes comme la droite. Car les pâtres et tous ceux qui vivent sur les montagnes ou sur leurs pentes échappent au cataclysme, tandis que les plaines sont submergées avec tous ceux qui y habitent. Selon eux, l'inertie serait... Ah, là nous arrivons aux explications profondes de la première partie, et vous allez comprendre pourquoi l'évolutionnisme, c'est une théorie débile. Selon les anciens, l'inertie serait un puissant mouvement rotatif, susceptible d'absorber tout mouvement linéaire moins chargé énergétiquement que lui, et de se l'approprier de manière rotatoire. L'état inertiel reçut le nom de champ magnétique dans le dire moderne, et le champ linéaire celui de courant, du verbe courir, donc courant électrique. Le champ inertiel spatial fut appelé obscurité et gravitation et fut représenté symboliquement par un point, alors que le courant électrique et son intensité naturelle fut nommé lumière et mouvement, et sa représentation fut le cercle. Cette réalité relative n'étant que la polarisation d'un phénomène inconnu, sur le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, appelé volonté, ils ne purent, les anciens, aller plus loin dans les sciences physiques susceptibles d'applications pratiques matérielles, et continuèrent en étudiant la volonté telle qu'elle apparaît en l'homme. C'est bizarre parce qu'ils passent des forces sensibles à des forces insensibles, sauf à travers l'action. C'est pourquoi ils avaient appelé l'action ce que nous avions appelé mouvement. Ainsi, nous ne voyons pas la lumière autrement que par ses effets. Et encore, les anciens faisaient-ils une nuance entre lumière et clarté. La lumière, c'est la chose invisible qui n'a pas de corps, mais qui devient clarté dès qu'elle rencontre quelque chose qui n'est pas elle-même. Donc, ce qu'ils ont plutôt recherché, c'est la source de cette volonté suprême inconnue. Contrairement aux scientifiques contemporains, les savants des âges anciens reconnurent que la quantité de mouvement donne le gradient énergétique dans l'univers, et non pas l'inverse. Ainsi, ils conçurent qu'une volonté inconnue, qu'ils nommèrent Dieu, décidait du mouvement, et que celui-ci engendrait alors son propre espace dans son propre temps, ces deux derniers termes étant susceptibles de se transformer de l'un en l'autre par la quantité de mouvement, c'est-à-dire d'énergie, qui, elle, dépend totalement de la dite volonté inconnue. Alors celles qui suivent, bravo. Chez les anciens, la notion de lumière, telle qu'on la manie de nos jours, est inexacte. Pour eux, ce qui s'appelle aujourd'hui la lumière est la clarté, c'est-à-dire la rencontre entre un élément en mouvement linéaire et un élément en inertie, ou plus clairement, le contact d'une onde linéaire et d'une onde circulaire. C'est le mariage de l'électricité et du magnétisme, ou encore du dynamisme linéaire et du dynamisme inertiel. Autrement dit, la lumière, le mouvement, n'est pas visible, mais le devient en rencontrant un objet opaque, c'est-à-dire en état d'inertie, et donc ce qui n'est pas soi-même la lumière. C'est la somme des deux forces, inertie et linéarité, qui crée la luminosité. Ce qui se démontre par le fait qu'on augmente en même temps la luminosité et l'énergie en augmentant, par la volonté ou la sommation des forces, le mouvement des particules. Je sais, ça va vite, c'est de la physique, mais c'est assez explicite tout de même. La lumière véritable serait donc, selon les savants des anciens âges, l'état ondulatoire du champ inertiel obscur invisible, et la clarté en serait l'état corpusculaire. Alors là, c'est une manière de dire aux frères Bogdanov, révisez vos classiques, chers amis, vous nagez à côté. Bon. Et la clarté en serait l'état corpusculaire, c'est-à-dire quasi matériel, densité énergétique localisée. Ainsi, j'ai fait implicitement retour à l'éther, la partie lumineuse imperceptible et qui devient clarté et lumière parce qu'elle change, mais ce changement est dû à une volonté qu'on ne connaît pas.
Dans cette représentation, la matière est de la lumière gelée, et de ce fait, il n'y a pas lieu de s'étonner de la relation E égale mc carré qui établit la convertibilité de la matière en énergie. Pour la tradition, le temps n'est pas linéaire, mais cyclique. Il ne présente que très peu d'aspérité ou relief, mais plutôt des méandres et sinuosités, des écailles. C'est pourquoi les anciens l'ont représenté comme un serpent qui se mord la queue et l'ont nommé Ouroboros. Ce serpent qui ondule en se mordant la queue est un emblème fort ancien visible dans de nombreux endroits du globe. Il indique le caractère cyclique et analogique des éléments constituant le temps, mais il indique également, et c'est là davantage de science, comment se font les opérations de et dans la nature, par un enroulement circulaire, plus précisément dénommé rotation ou circulation selon le contexte. C'est cette partie-là de la nature qui a été nommée tout à l'heure nature naturante. En effet, nous ne changeons pas de structure, bien que nos cellules soient entièrement renouvelées assez fréquemment et de manière cyclique. Ainsi, lorsque quelqu'un est blessé sur la route, et les gens voient beaucoup de sang au sol, ils s'étonnent et la personne va mourir. Ne vous inquiétez pas, on va le recoudre. Et l'hématopoïèse, la fabrication du sang, étant tellement rapide qu'il a récupéré la quantité de sang très rapidement. C'est du sang neuf, c'est super, ça donne du travail aux os. Donc, dans ces aspects les plus évidents, car les plus visibles, cette rotation affecte les astres qui tous tournent sur eux-mêmes, alors que la circulation fait parcourir une orbite aux planètes et une vrille aux étoiles. Les galaxies, tout comme les rassemblements galactiques qu'on appelle amas galactiques, tournent sur eux-mêmes et autour d'amas plus importants. Cependant, à travers cette apparente diversité de phénomènes et d'objets, les anciens, qui étaient de remarquables observateurs, virent qu'il n'y a qu'une seule chose à étudier dans l'univers, car elle est dans tout ce qui est, c'est le mouvement, autrement dit la volonté. Vous n'avez de mouvement, quant à vous, que de deux manières polarisées, soit automatisées, c'est-à-dire le réflexe, soit volontaire, etc. Il en va de même pour deux fonctions, les seules, la vue, on plisse, on cligne des yeux si l'on veut, et quand on ne veut pas, et la respiration. Et ces deux choses sont considérables dans le domaine religieux, la pratique religieuse. La respiration modifie l'être. On avait dit d'ailleurs à ces époques-là que la respiration, c'est comme un seau qu'on envoie dans un puits de vie. Bon, ressortons de là. En approfondissant sans cesse leur exploration du mouvement, les anciens vinrent, tout comme les modernes astrophysiciens, buter sur la notion de temps. On a encore du travail à faire, vous allez le voir. La rupture fondamentale entre la science de la matière et la science de l'être, c'est bien cela. Les anciens, c'est la science de l'être qui les intéresse et qui les motive. Donc cette dichotomie radicale est antinaturelle. C'est pourquoi on risque d'en crever. Vous voyez avec cette image simplement l'activité des volcans et des secousses terrestres, des tsunamis, augmente actuellement. Ça n'est pas seulement parce que les médias en parlent, ça augmente en quantité, en étrangeté, parce que ça intervient de manière subreptice. On n'a rien prévu, et voilà. Vous avez vu les changements de temps. On a l'hiver en été et l'été en hiver. Ma femme, qui est chilienne, vous dirait que c'est totalement anormal actuellement. Il y a 2 volcans en éruption actuellement, et il fait 28 degrés en plein hiver. Bizarrerie, on verra cela au fur et à mesure, je les ai prévenus. L'autre aspect, l'aspect moral et civil, c'est celui-ci. D'un côté, on dort sur l'argent, dont on ne sait que faire puisqu'on ne veut pas le réinjecter, et de l'autre côté, on a juste de quoi survivre. Je rappelle cette parole très honorable, il faut vivre simplement de manière à ce que d'autres puissent simplement vivre. Et si le progrès est moderne, on le sait déjà, ce vers quoi on se dirige. On n'a jamais mangé aussi varié, cacahuètes, chorizo, pistache, Coca-Cola, olives, chips, McDo. Néfaste food, McDo, hein, en français. Bon, et voilà le résultat, c'est ça la vraie évolution, et c'est celle-ci. Parce que tout ce qu'on nous enseigne, en réalité, est destiné à faire de nous pire que des animaux. Or, tôt ou tard, il va bien falloir faire comme disait le grec, « Ô homme, ne te cache pas la réalité ou la vérité, elles seront toujours là ». Voilà, ce qui est certain, c'est que l'humanité sera toujours soumise à de grandes menaces et que son vrai et seul moyen d'y survivre réside dans son unification, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'uniformisation qu'on tente actuellement de lui imposer. Cette unification passe par l'assentiment collectif aux idées librement proposées par tous les individus, réunis ou non en peuples et nations. C'est à ce prix que des réponses et des réalisations collectives nous permettront de les prévoir, ces cataclysmes, et de les éviter et d'y remédier. Comme vous l'avez dit, le film « La révélation des pyramides », Ducrot s'est décarcassé parce qu'il y avait possibilité d'en réchapper.
Nous nous devons d'anticiper. Désormais, s'il vous plaît, à tous et toutes, ne votez que pour des idées et pas pour des corrompus, ça sera mieux. Voilà. Sans jamais sous-estimer que cette chose imprévue qu'on appelle la grâce, tout est dit après. Alors certains vous diront, mais ça c'est merci, mais c'est pas ma culture. D'autres diront, je suis mort de rire, tout ça. On veut bien le croire, mais pourtant ce sont là des ponts entre différentes disciplines, des passerelles entre divers points de vue et des liaisons entre méthodologies complémentaires. Tout cela est bien utile à tous. Ce sont des clés, un peu éparpillées certes, il faut trouver les portes, ça aussi ça n'est pas toujours simple, mais ça permet d'ouvrir de nouvelles portes en grande quantité parce que c'est cela dont on souffre actuellement. On n'a pas vraiment de sortie. Vous voyez ce qu'il y a à faire d'un côté et de l'autre ce qui est déjà fait, c'est très peu. Et voilà. Et je termine assez classiquement sur cette phrase de Victor Hugo, Contemplation suprême. Si vous abandonnez ces faits, prenez garde. Les charlatans s'y logeront, vous savez que c'est fait, et les imbéciles aussi, ça encore. Pas de milieu, la science ou l'ignorance. Si la science ne veut pas de ces faits, l'ignorance les prendra. Vous avez refusé d'agrandir l'esprit humain, vous augmenterez la bêtise humaine. C'est bien vu, hein. Voilà, il me reste à vous dire que je ferai paraître d'ici la fin de l'année des ouvrages traitant de ce sujet de manière approfondie et étendue, etc. Et que c'était dans le cadre évidemment du prolongement de la révélation des pyramides, et que vous voyez l'opus 15, opus 30 et opus X, comme ZZ épouse X, ça va se faire, qu'on veuille ou non, on y parviendra. Quand? Ben bientôt, mais la question c'est bientôt, c'est quand, hein. Donc si vous souhaitez vous informer, il y a l'association culturelle La Nouvelle Atlantide, association fédérative de recherche libre, qui va avoir une antenne à Toulouse. Donc vous cherchez sur Internet Association La Nouvelle Atlantide et vous trouvez toutes ces choses-là. Fin, merci. Nous avons ici 5 minutes pour les questions. La réponse. Alors, celui-là, voilà. À l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Tâchez de vivre. Alors, où est le micro pour les questions? On a le micro pour les questions. Pour 3 questions, hein. Pour 3 questions. C'est ça. Okay. Monsieur? Oui, bonjour. En fait, 3 brèves questions. D'accord. Juste une question. En fait, vous dites que la vitesse de la lumière. Excusez-moi, vous pouvez répéter vos propos sur la valeur de la vitesse de la lumière? Que ça n'est pas une constante absolue. Elle a été substituée à l'éther, l'éther est une invariante constitutive de l'univers lui-même, puisque c'est l'éther et le temps qui en garantissent la linéarité en même temps que le caractère cyclique. J'ai dit, et je redis parce que j'espère que les frères Bogdanov vont écouter, eux, les physiciens savent que le temps et l'espace sont, si on les représentait de manière topologique, comme des vagues légères. Ces vagues marquent le caractère cyclique. Mais le fait que Albert Einstein ait substitué la vitesse de la lumière comme étant fixe à la place de l'éther, ça va être combattu et ça va tomber. De la même manière que tombera son idée totalement délirante que l'univers serait vide énergétiquement. Ça marche ? Non, pas du tout, parce que actuellement, on considère que la vitesse de la lumière à une vitesse est constante. Oui, ce qui est faux. Et si c'était faux, en fait, on ne pourrait pas parler avec nos mobiles. Non, ça c'est une manière fausse. Soyons clairs, l'univers n'est pas isotrope, première chose, et ça sera constaté. Et j'en ai pour preuve littérale que, étant allé il y a quelques années à l'école polytechnique, il y avait un débat justement sur la chose que vous ne semblez pas avoir entendu naître, c'est normal puisque les médias n'en s'en soucient pas, à savoir que ce que vous appelez les appareils fonctionnent, etc., c'est parce qu'il y a des algorithmes de rectification. Ainsi, le GPS, par exemple, est toujours plus ou moins faux et il est rattrapé parce que la courbure de l'espace proposée par le système einsteinien n'est pas valable partout tout le temps. Et ça trahit la présence d'un éther. Mais comme ça n'est pas à la mode, et que quiconque attaque Einstein actuellement, c'est un antisémite, on le sait, hein, c'est un mot qui n'a pas de sens, donc j'en profite, eh bien, la chose ne peut pas être remise scientifiquement en question. Et l'autre preuve est celle-ci. On aurait pu, depuis très longtemps, technologiquement, réaliser un interféromètre spatial pour la vérification de la chose. Personne ne le fait, comme c'est curieux.
Donc je n'admets pas pour ma part, mais je prends tous les débatteurs là-dessus et je dis que nous n'avons pas un univers isomorphe. D'accord, je vous prends quand vous voulez sur ce... Eh bien alors maintenant... en aparté. On coupe à la le sortie. truc, d'accord, on coupera les micros. Et juste ma question, en fait, vous dites la vie moyenne d'un être humain est de 72 ans. Oui. Quelles sont vos données? Quelles sont vos sources? Ce sont des données assez générales que je récupère pour ma part depuis le temps, puisque j'avais fait quelques études de médecine, dans les hôpitaux dans lesquels j'ai travaillé, à savoir quelle est la durée moyenne de vie homme-femme métissés en Europe, etc., ou dans le monde entier. J'avais donné d'agir... Non, pas nécessairement en Europe. Pas nécessairement. C'est-à-dire, c'est aussi valable. Par exemple, la moyenne d'âge aux États-Unis métissée de la moyenne d'âge en Afrique et au Japon permet d'avoir 72 ans. On a le plus grand nombre de centenaires au Japon, en matière générale, et le plus grand nombre de centenaires en France, c'est où? C'est en Vendée. Non, mais c'est pour savoir, c'est que je ne fais pas ça en plaisantant, et je dis que toutes les données que je donne sont vérifiables et accessibles. Et même depuis, je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu Wikipédia, Gallica, Google Books, je n'aurais pas fait le film avec Patrice, parce que je voulais que tout soit vérifiable. Donc à vous de faire le travail, cependant. Les données, je les donne en revanche dans mes livrets, dans mes conférences spécifiques. Si vous voulez, parce que j'avais dit dans une conférence qui m'avait été demandée à Lyon, on m'avait dit il faut quand même que ça soit assez mathématique. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis parce que j'étais allé un petit peu trop vite, trop haut. Cependant, je maintiens que la dimension moyenne à la naissance d'un être humain est d'une coudée et que le poids moyen d'un être humain est 3,14 kg, c'est-à-dire pi et la coudée comme référentiel. Comme on sait que la coudée, c'est 2 fois phi au carré en termes de centimètres, c'est-à-dire on introduit le mètre là-dedans, on voit que ces références qui sont données dans la Grande Pyramide et ailleurs sont extrêmement solides. Et on verra dans le prochain film, qui vous coupera hélas la tête, j'en suis désolé, tête bien faite et bien pleine, ça vaut la peine, va résoudre toutes ces contradictions apparentes une fois pour toutes. C'est-à-dire que tout ce qui a été dans le monde de la science écrasé par la pression médiatique, par les fausses données à comprendre et à admettre par tout le monde, vont voler en éclats. Ce n'est pas un problème. Alors, la vraie question est-elle? Ah bon, vous m'avez dit une. Bonjour, Monsieur Grimaud. Bonjour. Je m'appelle Cédric François Leclerc. Et je voudrais parler d'un thème, d'une chose sur les pyramides qu'on sait en Russie et en Allemagne depuis 3 ans. C'est que les pyramides, elles ont 220 ans, et elles ont été bâties par la campagne napoléonienne d'Égypte. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, de ce genre d'ânerie, j'en entends beaucoup, en effet. C'est pas une ânerie, c'est sérieux. J'espère. Les Allemands, les scientifiques allemands et russes, quand on leur dit que les pyramides ont 4000 ans, ils nous rigolent au nez à nous, pauvres Français. Alors, vous m'expliquerez auquel cas comment on a fait pour trouver, par exemple, du fer météoritique dans les assises de la Grande Pyramide, et que ce fer, lui, a été calculé pour moins 16 000 ans environ, et un travail de moins 4 000 ans. C'est-à-dire, ça, ce sont des données physiques. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, ça a été mis là de manière tordue pour nous... Maintenant, il faudra savoir quelle est l'équipe qui nous rapporte ce genre de données. Parce que si c'est toujours la même fine équipe qui a bâti les pyramides il y a 220 ans... C'est Piazzi Smith qui raconte ce qu'il veut, mais celui dont je parle, c'est un autre personnage qui est considéré comme le premier scientifique en matière d'égyptologie. Ok. Et je dois savoir pourquoi on ne cite pas les pyramides d'Égypte et le plateau de Gizeh pas avant le 19e siècle. Les seules sources je regrette, moi j'ai des centaines de pages sur les grandes pyramides d'Égypte. Le livre est daté de quand? Du 12e et 13e siècle, et les Arabes, oui. Voilà, exactement. Tous les 12 et 13e siècles, c'est plusieurs centaines de pages sur le chose. Il y a la date d'impression. Oui, il y a mieux que cela, puisque Hérodote, lui, qui est du 4e siècle, 5e et 4e siècle avant notre ère, lui, c'est le premier dans l'histoire, puisque c'est le premier des historiens, dans le sens européen du terme, qui en parle de manière abondante. Il s'intéresse à la construction. Il n'y a aucun bouquin. Je pense qu'il faut apprendre à lire. C'est que des copies, on nous dit. Non, Hérodote, je ne pense pas que ce soit une copie. J'ai déjà vérifié. Ça m'étonnerait, puisque moi aussi j'ai fait la vérification avec un monsieur que vous connaissez, apprécié probablement, c'est Jean-Pierre Petit, sur la signification des termes grecs, puisqu'Hérodote écrivait en grec.
Et donc, reste à savoir si Hérodote est faux, et si à défaut il n'était pas le premier à parler de ça, ni même le dernier. Il y a toute la littérature arabe des 12 et 13e siècles, qui sont des centaines de pages qui parlent de la perfection de la chose, etc. Je vais vous donner même un secret qui va vous embarrasser, puisque les musulmans en général, c'est-à-dire presque totalement les Arabes à cette époque, avaient réalisé les tombes des personnes d'après les chambres de la Grande Pyramide. À savoir, pour les femmes, la chambre de la reine avec un toit comme ceci, et pour les hommes, un toit plat comme la chambre dite du roi, que moi j'appelle chambre médiane pour les dames et chambre supérieure pour les messieurs, sans que c'est de valeur morale. Bon, simplement, c'est une chose qui peut être débattue, mais encore faut-il... la charge de la preuve, c'est la vôtre, hein, c'est pas la mienne. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait, mais on va là en fait, je fais juste Bah, gagner on quelques se mots, verra quelques après, années aux puisqu'il gens. y a du monde là. On va bientôt le savoir, sauf que les scientifiques français ne nous cachent pas. Mais les scientifiques, ça ne me dit pas grand-chose. Moi, je parle de Diodore de Sicile, qui a visité l'Égypte et qui a dit même que le bord de la plateforme supérieure avait 6 coudées de côté. 6 coudées, ça fait 3,14 mètres de côté. Donc, et ça, on est au 1er siècle. C'est normal, donc, il calcule le système métrique. Bah, il ne savait cette pas, époque. puisqu'il ne l'a pas fait savoir. Mais bon, c'est pour dire que les choses sont quand même assez solides du point de vue scripturaire et documentaire. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, Cédric François Leclerc ou Maurice Brunet. Remercions Monsieur Jacques Rémaud. Je connais l'équipe, merci. Et la troisième. Alors moi, c'est une question beaucoup plus prosaïque. J'ai vu le documentaire, comme j'imagine beaucoup de monde ici, la révélation des pyramides en ligne. Est-ce qu'il existe un DVD? Hélas non, puisqu'il y a un escroc qui est surnommé le Gollum, c'est-à-dire le prince des hypocrites assassins, qui empêche toute possibilité de faire quoi que ce soit. Et cela, puisque tout l'argent qu'aurait pu récupérer la société de production, dont il est le gérant anormal, si je puis dire, abusif, a été utilisé pour nous faire des procès à répétition. Cette semaine qui s'achève, là, je suis allé 4 fois au tribunal, et à chaque fois, tribunal de grande instance et tribunal de commerce, c'est pour vous dire. Et j'ai passé beaucoup de temps à rédiger des lettres à mes avocats et tout le bazar. Fort heureusement, on a une chance extraordinaire. Je vais en profiter pour glisser une information. Le beau-frère de Bob, celui qui anime l'émission Bob vous dit toute la vérité, est devenu notre avocat à titre gracieux. Il faut savoir que de nos jours, dans notre histoire, l'heure d'avocat, c'est entre 300 et 700 euros l'heure. On n'aurait jamais pu, évidemment, mais bon, la communauté agissante derrière s'en fiche puisqu'elle essaye de nous faire... nous taire par tout moyen. Donc ça, c'est un premier remerciement. Bob sera à Lyon et nous y serons 14 juin. Et j'en profite pour une autre information. Jeudi, vendredi, samedi, donc de la semaine prochaine, à Paris, à République, il y aura les journées de Top Secret. Et j'apparaîtrai non pas pour cette chose-là, mais pour la révélation de l'île de Pâques. Voilà. Alors, on ne peut pas continuer tant que la justice n'aura pas pris de décision qui coupe une fois pour toutes la chose, très nettement, en notre faveur, parce que c'est très probablement ce qui va arriver, mais c'est très long. Hein. On en est dans la justice à peu près à l'époque de Molière. On ne sait pas. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, je l'ai montré, on ne sait pas. C'est quand bientôt? On ne sait pas. Désolé. Donc sur cette note assez pessimiste, on va demander une 4e question, et après on... Voilà, c'est bien. Il ne faut pas lever le bras comme ça. Hein. Je rappelle que là, la photo, c'est rédhibitoire. Oui, bonjour. Vous parlez dans votre film que le français était la langue diplomatique, mais j'aimerais savoir si c'est en Europe ou dans le monde. Ça a été dans le monde jusqu'à la Révolution française, la langue diplomatique, en effet. Je rappelle que diplôme en grec, ça veut dire double langage. Et est-ce que c'est la langue des oiseaux ou En partie, oui. Alors pour ce qui est de la langue des oiseaux, ce nom est bizarre, mais il s'explique comme ceci, par la langue des oiseaux elle-même. C'est le seul mot de la langue française qui soit constitué de toutes les voyelles, mais dont aucune ne s'entend. C'est-à-dire, vous avez oiseau, mais vous n'entendez pas O autrement que par EAU, et vous n'entendez pas I, vous n'entendez pas S, vous n'entendez pas X, ni E, ni A, ni U. Voilà. Donc ça montre que c'est très transcendant comme mot. Et surtout, c'est très volatile. La parole, c'est l'inverse de l'édifice pyramidal, comme je l'ai expliqué au tout début. Voilà, c'est pour cette raison. Ça, par ailleurs, ça s'appelle cabale hermétique.
Mais Kabbale, c'est référent au grec kibélé ou koubélé, comme on devrait prononcer, c'est-à-dire la nature elle-même. Donc c'est vraiment la langue la plus naturelle qu'il soit, c'est celle qui porte un sens inscrit dans sa structure. Vous avez besoin d'un exemple, je suppose? On va prendre le mot sel. Passe-moi le sel, tout le monde dit ça quand on va voir les beaux-parents. Le sel, il est composé ainsi parce qu'en chimie, un sel, c'est un mélange équilibré, une association entre un acide et une base. Ça marche? A et B. Acide, base. Tout le monde va retenir cela. Cependant, dans la graphie des anciens et celle des Français, sel, ça s'écrit S-E-L. S pour soleil. S pour solide. S pour sang. Ça dépend des strates dans lesquelles on va. Et L pour lune, donc polarité avec le soleil. S pour EL pour liquide, polarité avec solide. Lymphe pour polarité avec le sang. Donc on voit qu'il y a quand même des étages et nous sommes directement dans une langue dite à l'égyptienne parce que ce sont des strates, de la même manière que je disais que le glyphe de l'or, un cercle pointé, valait pour le soleil en astronomie, valait pour le cœur en physiologie et médecine, et valait en minéralogie pour l'or, et ainsi de suite. Donc c'est cette langue que je diffuse dans les cours de l'association à la Nouvelle Atlantide, et dont je réalise quelques petits livrets avec un travail considérable, 60 pages, et il y en a presque 100 maintenant qui vont être mis à la disposition. Ça marche ? Je pense qu'il faut demander à la salle elle-même, parce que je crois qu'il y a des activités théâtrales. Donc c'est vous qui gérez le micro. Hein. Une petite chose, où peut-on trouver le livre, s'il vous plaît ? Lequel livre ? La révélation des pyramides. On ne peut pas, pour la même raison qu'on ne peut pas trouver le DVD, on est bloqué. Même sur le titre « La révélation des pyramides », il a un veto. C'est-à-dire qu'on ne peut rien éditer sous ce nom-là. Voilà. Alors que le livre a été fait avant même. Moi, par exemple, il n'était pas né que j'avais déjà trouvé tout ce que vous avez entendu dans le film et là. Mais c'est comme ça, hein, c'est ça la justice. Enfin, en réalité, ça devrait s'appeler le droit. Mais bon, on appelle ça la justice. C'est tout sauf de la justice. Bon, mais je ne peux pas fustiger ce monde-là, sauf à le remplacer en mieux. Une dernière question. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'énergie sombre et la matière noire ? Je pense que ce sont des sottises de physiciens en mal de notoriété et de pseudo-découverte, et on s'en apercevra relativement rapidement. Okay. C'est à la mode, là encore. Je pense qu'on nous balade dans des niaiseries profondes. Et cela, je donnerai ce qu'il en est de la science des anciens, et ça va rayer ce genre de bêtises absolument. D'abord, il y a un malaise. Il faudrait, pour savoir ce que c'est que l'énergie noire et la masse manquante, avoir une idée de ce qu'est le poids par rapport à la masse et la masse par rapport à l'inertie. C'est ça le problème. Donc là, on est vraiment dans de la physique, et là, il faut vraiment de la jugeote et une capacité d'observation qui, depuis longtemps, a déserté, hélas, la science. Maintenant, la science, elle est tournée vers la rentabilité et les armes, grosso modo. Hein. Une petite question. Est-ce que vous avez entendu parler de la pierre molle qui expliquerait les grosses pierres sur les pyramides ? Alors ça, c'est la théorie de Joseph Davidovits. Elle est en partie vraie. C'est-à-dire, moi, la première fois que je suis allé visiter les pyramides, les voir de près, les analyser, j'ai remarqué qu'il y a des pierres qui ont été sculptées dans la masse, dans le roc calcaire, d'une part, des pierres qui sont des pierres taillées qui sont venues de loin, et d'autres pierres qui sont effectivement des pierres obtenues par macération, en quelque sorte, selon la théorie de Davidovits. Et lorsqu'on s'est rencontrés plusieurs fois, on s'est mutuellement interrogé sur nos connaissances, évidemment, la sûreté des connaissances, de l'observation et tout le bazar. Et il est arrivé à être très étonné du fait que j'ai su, probablement avant lui, comment, par exemple, les pierres du plateau de Sacsayhuaman avaient été mises en place. Je rappelle, Sacsayhuaman, c'est cette structure en dents de jaguar qu'on voit à proximité de la capitale des anciens Incas, Cusco, au Pérou. Et donc, il y a des moellons de 380 tonnes, et on est à 2880 mètres d'altitude dans les Andes. Et le zozo qui nous explique ça, très gentiment, le chef des lieux, il nous dit, il s'appelle Washington Camacho, pour ceux qui aimeraient, il nous dit « Ah, les pierres, on sait qu'elles sont venues de 7 km là-bas. » 7 km là-bas, ça veut dire qu'il a fallu franchir 2 montagnes et les vallées qui vont avec des moellons de 380 tonnes. On voit un petit peu le genre de... Alors, c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que là-bas, il y a un humus très, très spongieux qui ne permet pas d'avancer
peut-être ça aiderait à glisser les pierres, mais quand vous êtes dans une pente très très raide, comme à Ollantaytambo par exemple, vous avez du mal à rester debout, vous-même, avec les mains qui s'accrochent aux herbes, aux racines et tout ça, ou aux pierres déjà. Donc on voit mal comment ces choses-là pourraient être poussées au risque d'écrabouiller tout le monde derrière. C'est le même problème que dans les grandes pyramides. Si on en croit Hérodote, il y avait 100 000 personnes qui se relayaient. D'accord, mais en cas d'accident, qu'est-ce qui se passe? Parce que ces trucs sont construits les uns sur les autres. Ce sont des assises. Si ça s'arrête ici, par l'accident de lundi, ça va s'arrêter là-bas par l'accident de mardi. Personne ne peut prévoir cela. C'est une logistique épouvantable. On n'a pas l'occasion d'en parler, d'en débattre. C'est dommage parce que ça vraiment, c'est un point intéressant, surtout quand vous verrez le 6e film. Je m'explique. Une question. Oui, malheureusement, parce que tout cela, étant une entreprise didactique et pédagogique, doit attendre que les choses soient bien comprises, bien éclairées et qu'elles s'engendrent les unes les autres. Et vous verrez, rien que le 2e, ça vous donnera une idée de ce que vous attendrez encore. Voilà. Je sais bien qu'il va falloir que je meure à 120 ans. C'est pas grave, on peut résoudre cela. Y a-t-il une révélation mathématique sur les 2 autres pyramides de Gizeh? En fait, tous les grands édifices de l'Antiquité sont codés. Et quand je dis codé, c'est dans le sens large. C'est-à-dire on a déposé des choses, mais comme on n'a pas la mentalité des anciens pour les regarder et les considérer, on passe à côté. Le modèle même, le plus central, c'est la Grande Pyramide. Si vous appliquez une recherche de cet ordre-là, c'est-à-dire considérer les édifices dans leur orientation, leurs proportions, leurs dimensions, leurs fonctions, etc., tôt ou tard, vous apercevrez que ces sites et ces édifices, ce sont des machines que j'ai appelées métamachines. Je vais donner un exemple, puisque le site de Gizeh, à lui tout seul, est un lieu d'horloge précessionnelle. Mais il a d'autres fonctions, très particulièrement celle qui fait qu'il n'a pas besoin d'une source d'énergie, puisque le soleil suffit très amplement à faire se dilater le calcaire, qui va faire pression, puisque tout est en calcaire, sauf la chambre haute. Ça va faire pression sur la chambre haute de manière très organisée, puisque comme c'est large en bas, la pyramide, le soleil chauffe, mais peu. Et plus ça monte, plus il chauffe, etc. Donc, c'est un gradient bien maîtrisé. Et cette pression du calcaire sur la partie de granit, c'est-à-dire la chambre haute, va générer des courants biomagnétiques qui sont de la piézoélectricité. Je rappelle quand même à tout hasard que le découvreur, entre guillemets, de la piézoélectricité, c'était le frère de Pierre Curie, Jacques Curie. Et ces travaux ont été repris par Albert Einstein, puisqu'il prend à tout le monde. Hein. Et donc, il a passé, en fait, des examens, si je puis dire, avant d'avoir un prix Nobel de physique pour des bricoles. Hein. C'est un peu comme donner le doctorat de maths et de physique aux frères Bogdanov, c'est du même ordre. Et donc, voilà, à côté d'un Henri Poincaré qui, lui, n'est cité pratiquement nulle part. Maintenant, c'est la politique anti-victime. Hein? Bonsoir, Monsieur Grimaud. Oui. Bonsoir à tout le monde. Je tenais à vous remercier pour votre exposé, ainsi que pour votre DVD sur les pyramides. Excellent. Je voulais vous poser une question. Oui. Vous avez dit, en fait, quand on regarde votre DVD, à la fin, vous sous-entendez que, en fait, il y avait une civilisation très avancée qui aurait disparu. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit qu'il y a 2 voies approximatives. C'est extérieur et supérieur. Ça vient donc des étoiles et ça vient nous rendre visite. Mais ça, ce sont les 2 versions ordinaires. Et l'autre, c'est une civilisation antérieure et supérieure qui aurait disparu, c'est-à-dire serait partie vers les étoiles. Une civilisation qui, à 3000 ans, aurait fait autant de prouesses mathématiques, géométriques, astronomiques. Pourquoi pour faire les pyramides. Pourquoi il y a 3000 ans? Non, mais quand je dis 3000, 4000, 5000, 10 000, oui. C'est pareil. D'accord. C'est bon. Vous voyez, 120 ans, c'est pas grand-chose. Ouais, mais c'était à l'époque où voilà. Mais donc, ils sont partis où? C'est ça le truc. Alors, il y a eu des agences de voyage qui sont créées un peu partout pour cela, mais il faut comprendre et se mettre à la place des terrestres qui pensent. Quel sera l'avenir de l'être humain? S'il continue à encombrer sa planète comme on le fait avec n'importe quoi, des détritus, des bouteilles de coca et machin, on va
périr là-dessous. Si on part, on a deux oppositions, celle de l'espace qu'on ne veut pas connaître et qu'on ne connaît pas, puisqu'on se raconte n'importe quoi. Il y a des gens qui me disent, oui, les Américains, ça fait depuis longtemps qu'ils sont sur Mars, sur Jupiter, même sur Saturne. Ben, ils ont intérêt à avoir des palmes sur Saturne, parce que... Bon, soyons raisonnables. L'être humain, le vivant, il a envie de découvrir l'univers, parce que quand il a tout, compris sur la Terre, il n'a qu'une envie, c'est aller visiter le reste. Ben, il va falloir qu'il se donne l'idée de comment ça peut se passer, etc. Mais il ne va pas se balader avec... C'est comme si vous étiez venu avec votre berceau sur les épaules, là. C'est à peu près le même contresens. On se promène parce que, on connaît bien la texture de l'univers, et conséquemment, on se libère de tout ce qui est carburant. Et on le sait, on saurait le faire, ça. Je peux même pronostiquer qu'après le 7e film, il y aura une surprise énergétique colossale qui va réhabiliter ceux qui refusent l'éther. Bon, prédiction gratos. Et à partir du moment où on pourra extraire de l'éther justement l'énergie qui anime les mondes, et j'expliquerai comment ça anime les mondes, ça sera tranquille après, eh bien, on sera en mesure de voyager. Le problème, c'est qu'il va falloir précéder cette envie de voyager d'une armature morale. Chose qu'on n'est pas capable de faire ici sur la Terre parce que tout est brouillé par certains pouvoirs économiques qui n'existeront plus après ce qui sera proposé. Donc les choses vont se remettre d'aplomb dans une situation, si je puis dire, où tout le monde... C'est pourquoi je vous dis, cessez de voter pour des individus, ils sont corruptibles. Ne votez que pour des idées. On n'a pas vu, jusqu'à présent, aucune expérience ne montre que la qualité sort de la quantité, pas plus que la vie ne sort de la matière. C'est ça le problème. Il y a l'affirmer parce qu'on est savant, ça s'appelle inverser l'argument ad hominem. Donc ce que je prévois, c'est qu'une fois que l'énergie sera accessible à tout le monde, on pourra ne rien faire parce qu'il n'y aura plus rien à faire, hein. Techniquement, une civilisation ne vaut que par sa capacité à extraire de l'énergie en qualité et en quantité et à faire des applications de cela. Ça marche. Vous verrez dans le 2e film, vous verrez comment les anciens nous ont communiqué la trajectoire civilisationnelle. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce que je suis en train de raconter, mais vous en verrez la trajectoire. Elle est exprimée à travers ce que j'ai, moi, appelé des technismes, que d'autres appellent OPART, c'est-à-dire out of... Ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est, les OPART, là ? On a regardé votre DVD. Oui. Et ça fait 2 ans qu'on attend le 2e opus. Je suis bien d'accord. Vous nous dites, vous parlez du 5e, 6e, 7e opus. Le 5e élément ? Voilà, non mais... ok, d'accord. Et vous dites qu'il y a un Gollum qui vous fait chier. Ok, on a compris. Ça, c'est sûr. Ouais. Bon, ça fait 8 ans. J'ai parlé avec votre collaboratrice. Apparemment, voilà, c'est mon épouse peut-être, Alain. Peut-être. Ouais. C'est les deux peut-être aussi. Oui, en effet, les documentalistes, traductrices, etc. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, grosso modo, quand est-ce qu'arrivera le 2e opus? Si oui, sinon, ou alors vous en savez rien. Je l'ai montré tout à l'heure. La réponse, c'est bientôt, faute de mieux, parce qu'on a 2 rencontres ce mois-ci, et de ces 2 rencontres, on ne peut pas savoir si ça va réorienter ou non. Si ça réoriente, on peut dire on recommence à filmer à partir de mars de l'année prochaine. Non, mais à l'année près, c'est 2015, mais j'espère 2016. que ça sera cette année. La 8e année, c'est une bonne année, la 8e année. Donc en fait, vous avez tout prévu, vous avez les 6 opus, mais en fait, il vous manque... Non, les opus, ça fait très longtemps qu'ils sont prévus. Il y a eu des modifications parce que le Gollum a essayé de nous voler notre Gollum, travail. Ça veut dire quoi, Gollum? C'est le nom d'un individu qui apparaît dans Le Seigneur des Anneaux, pardon, okay, c'est un pluriel. Et donc, c'est lui qui a faussé les cartes. Normalement, le film devait se vendre dans les cinémas et rapporter de quoi capitaliser pour faire les autres. Mais on ne peut pas, à cause de lui, faire cela, donc on devra recommencer. C'est ça pour l'argent ou pour autre chose? Si j'avais fait ça pour l'argent, on n'a pas eu 1 centime sur... Lui, non, pour la notoriété, et parce qu'il a une mission qui est la même que celle que vous devinez, que si vous êtes là, je suppose que vous la percevez, votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose, c'est toujours la même, avec toujours les mêmes acteurs derrière, qui changent. C'est une institution, en quelque sorte, une forme, qui empêche la chose de tourner normalement, c'est-à-dire la vie humaine. Je pense que la plupart d'entre vous ont envie d'avoir un métier qui leur plaît, qui soit assez rentable pour avoir une vie paisible, une famille,
des amis, etc. Il y a beaucoup de choses qui empêchent ça, alors que c'est très facile à obtenir, si toutefois il n'y a pas de corruption avec. On va vous remercier. Et puis, moi également pour votre grande attention. Merci à vous.